Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'univers fascinant de la bourse, avec une touche ludique et amusante. Dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons continuer notre exploration dans le monde étrange et mystique des options. Devenez un trader avisé et apprenez à décrypter les 4 types d'options et les facteurs qui influencent son prix. Cette séquence est conçue pour les débutants qui cherchent à percer les mystères des options. Si le monde des options vous est encore inconnu, je vous invite à visionner notre première partie pour une introduction aux fondamentaux. Sinon, vous risquez de vous perdre dans les méandres des arcades du monde des options. Cliquez en haut, à droite de l'écran, pour être redirigé vers la précédente vidéo. Pour les autres, l'embarquement a lieu maintenant. Direction la mécanique des options. Vous saurez tout sur le fonctionnement des call options, des put options, des covered call et du cash secured put. Le voyage commence. Remémorez-vous notre précédente vidéo. Il existe 4 types d'options, 2 en tant qu'acheteur et 2 en tant que vendeur. Les call options sont les achats d'options d'achat ou achats de call. Rentrez dans la peau d'un investisseur. Vous êtes haussier car vous êtes optimiste quant à la croissance future du prix d'une action. Le call option est donc parfait pour vous. Rappelez-vous, dans notre vidéo précédente, vous l'achetez à un prix futur prédéterminé à l'avance qu'on appelle le strike avec une date d'expiration. Si le prix de votre sous-jacent dépasse ce strike plus la prime, alors vous êtes gagnant. Prenons un exemple concret et mettez-vous dans la peau d'un investisseur d'une société comme eBay. Supposons que l'action se négocie sur le marché spot à 50 $ et vous achetez un call option avec un prix d'exercice de 55 $ et une prime de 3 $. Le prix de l'action eBay monte à 60 $. Vous pouvez alors exercer votre option et acheter l'action à un prix spécial pour vous, celui prévu par votre contrat option à 55 $. N'est-ce pas merveilleux? Vous voici à réaliser un profit de 2 $ par action. Vos gains sont illimités en cas de hausse et votre perte reste limitée à la prime de 2 $. Les gains n'ont pas de limite, ils sont donc représentés par une droite ascendante de type Y égale à X plus B. Les pertes sont limitées et sont donc représentées par une droite horizontale de type Y égale X. Reprenons notre exemple sur eBay. Strike 55 $, prime 3 $, échéance 1 an. À l'échéance, envisageons 3 scénarios. Premier scénario, le prix du sous-jacent eBay est de 54 $. Vous voilà en perte. Votre prix d'exercice étant de 55 $, vous perdez 1 $ plus la prime, c'est-à-dire 4 $ par action eBay. Votre perte est la droite rouge. Elle restera à 3 $, quelle que soit la valeur du cours eBay. Et même s'il montait à 100 $, vous n'auriez pas intérêt à exercer votre option. Avec un strike de 55, cela vous ferait perdre encore plus d'argent. Donc, vous ne l'exercez pas. Rappelez-vous dans notre première vidéo, pour l'acheteur, l'option est un droit et non une obligation. Vous choisissez donc de limiter votre perte à la prime de 3 $. Dans la réalité, il faudrait également compter le taux d'intérêt sans risque, car pendant 1 an, vous auriez pu placer votre argent sur un livret ou une obligation souveraine. Mais ignorons-le pour le moment afin de ne pas complexifier l'exemple. Scénario 2, le prix du sous-jacent eBay est de 57 $. C'est donc 2 $ au-dessus de votre strike, vous devriez faire un gain. Mais attention, n'oubliez pas que pour jouer au jeu des options, vous payez votre ticket d'entrée, la prime. En comptant la prime, vous êtes donc en perte de 1 $. Sur le schéma, cela se traduit d'abord par une droite horizontale jusqu'à votre prix d'exercice de 55 $. Puis, à partir de ce moment-là, vous commencez à gagner de l'argent sur votre sous-jacent eBay. Mais comme vous avez dû payer une prime de 3 $, vous ne partez pas de 0, mais de moins 3.
Ainsi, à un cours de 57 $, vous perdez encore $1. Il aurait fallu un cours de 58 $ pour amortir complètement la prime, puis commencer à gagner de l'argent. Scénario 3, le prix du sous-jacent eBay est de 60 $. Ici, vous gagnez 5 $ dans l'échange, car vous avez la possibilité, grâce à votre contrat option, de l'acheter 55 $. C'est donc bien en deçà de sa valeur. Vous avez ici intérêt à exercer votre option, et votre gain est de 2 $ par action eBay. Car n'oubliez pas qu'il faut retirer le montant de la prime versée au vendeur d'options. Cette prime est due quoi qu'il arrive. Schématiquement, un acheteur de call a une perte limitée à sa prime, jusqu'à ce que son actif sous-jacent atteigne le strike. Puis, la droite devient ascendante, mais encore négative, jusqu'à absorber totalement le montant de la prime. Ensuite, les gains sont illimités. Avez-vous vu le potentiel de profit dans cet exemple? Peut-être pas. Alors, divisons le processus en étapes. Vous payez une prime de 3 $ par action pour l'option. Donc votre coût initial est de 3 $ fois 100, car une option couvre généralement 100 actions, c'est-à-dire 300 $ au total. Pour que cette opération soit rentable, le prix de l'action eBay doit dépasser votre prix d'exercice plus la prime. C'est ce qu'on appelle le point mort. Dans la zone comprise entre le strike et le point mort, exercer son option n'est pas profitable puisqu'il faut aussi amortir le coût de la prime. Au-delà du point mort, par contre, l'opération est profitable car vous avez dépassé le prix d'exercice plus la prime. Dans notre cas, l'action eBay devait atteindre 58 $ ou plus pour qu'il soit intéressant d'exercer l'option. À 60 $, votre call option sur l'action eBay vous rapporte 5 $. Vous avez le droit d'acheter l'action à 55 $, même si la valeur réelle est de 60 $. On dit en termes financiers que vous exercez votre option. Vous réalisez ici un profit de 60 $ le prix de vente, moins 55 $ le prix d'exercice, moins 3 $ le coût initial, c'est-à-dire la prime, égale 2 $ par action. Vous avez investi 300 $ pour acheter l'option. Si vous réalisez un profit de 2 $ par action, et que l'option couvre 100 actions, votre profit total est de 2 $ fois 100 égale 200 $. Le retour sur investissement, Return on Investment en anglais, est de 200 $ de profit sur 300 $ d'investissement initial fois 100 égale 66%, alors même que votre sous-jacent a augmenté de 20%. Vous avez donc plus que triplé vos gains en utilisant un call option par rapport à ce que vous auriez pu gagner en acquérant l'action directement. Pas mal, non? Voilà comment fonctionne l'achat d'un call option, et l'exemple d'eBay vous permet de mieux comprendre le potentiel de profit en fonction de l'augmentation du prix de l'action. En regroupant les trois scénarios, nous avons le schéma suivant. Gardez bien ce schéma en tête. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, dans ce monde obscur des options, vos efforts n'ont pas été vains. Vous voici maintenant en possession du call option, la première des 4 pierres angulaires pour construire vos stratégies. Mais notre chemin ne s'arrête pas là. Poursuivons notre quête vers la deuxième pierre angulaire, le put option. Les put options sont des achats d'options de vente ou achats de put. Un put option est l'exact inverse d'un call option. Dans le cas précédent, vous espériez une hausse de l'actif sous-jacent eBay. Ici, vous pariez sur une baisse. De la même manière, votre perte est limitée à la prime. Par contre, vos gains sont potentiellement limités si l'action eBay s'écroule. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Les financiers utilisent le put option comme protection pour limiter leurs pertes contre la baisse d'un titre. Reprenons notre exemple avec l'action eBay. Désormais, vous craignez une baisse du prix. Acheter un put option est donc fait pour vous. Il peut vous protéger contre les pertes si le prix de l'action eBay baisse. Évalué à 60 $, le put option coûte 2 $ avec un prix d'exercice de 55 $.
si le prix de l'action eBay chute à 50 $, vous pouvez exercer votre option et vendre l'action à 55 $, évitant ainsi une perte plus importante. Ici, nous sommes dans le cas d'un put, donc vous cherchez à acheter une baisse. Vous vendez plus cher que le cours actuel, 55 $, au lieu de 50. Vous empochez donc 55 moins 50, moins les 2 $ de prime, soit 3 $ par action. Comme tout à l'heure, schématisons ce qui aurait pu arriver à l'action eBay durant la durée de vie de notre put option. Scénario 1. À l'échéance, le prix du sous-jacent eBay est de 60 $. Vous vous attendiez à une baisse de l'action eBay, mais pas de chance, le cours est monté. Vous avez payé votre prime de 2 $ par action et ce ne sera rien d'autre. Votre option vous protège contre une hausse de l'actif en limitant votre perte à la prime. Votre perte est une droite horizontale d'ordonnée -2. Scénario 2. Le prix du sous-jacent eBay est de 54 $. Cette fois-ci, l'action eBay a bien baissé, mais pas assez pour couvrir votre prime. Pour cela, il aurait fallu un cours à 53 $. Votre perte sur le put option est de 55 moins 54 moins 2 égale -1. Scénario 3. Le prix du sous-jacent eBay est de 50 $. Votre intuition a fonctionné. L'action eBay a chuté et votre put option permet de vendre plus cher le sous-jacent, quelle que soit l'ampleur de la chute de l'actif. La prime étant due quoi qu'il arrive, votre gain est ici de 55 moins 50 moins 2 égale 3 $ par action. En regroupant les trois scénarios, nous avons le schéma suivant. Les gains d'un acheteur de put sont limités à une baisse de l'actif potentiellement jusqu'à 0. En effet, l'action eBay ne peut pas valoir moins que 0. À une valeur de l'actif de 0 en abscisse, correspondent vos gains en ordonnée de 55 moins 0 moins 2 égale 53 $. Schématiquement, c'est une droite descendante jusqu'à votre point mort de 55 moins 2 égale 53 $, puis jusqu'à votre prix d'exercice. Si l'actif s'envole au-dessus de 55 $, votre perte reste limitée à la prime, quoi qu'il arrive. C'est une droite horizontale d'ordonnée -2. Pour mieux comprendre comment un put peut servir de couverture en cas de baisse des prix, décortiquons son potentiel de protection. Pour votre option, vous avez payé une prime de 2 $ par action. Donc votre coût initial est de 2 $ fois 100, car une option coûte généralement 100 actions, c'est-à-dire 200 $. Votre seuil de rentabilité est de 53 $. Souvenez-vous, 55 $ le prix d'exercice, moins 2 $ la prime, égale 53 $. Rappelez-vous que l'action eBay doit baisser en dessous de votre prix d'exercice moins le coût initial de votre prime. Le prix de l'action a chuté à 50 $. Vous pouvez exercer votre option et vendre l'action au prix que vous avez négocié à l'avance, c'est-à-dire votre strike à 55 $. Vous évitez ainsi une perte plus importante car vous bénéficiez d'une protection à 55 $. Elle est ici du prix d'exercice moins le prix du marché, soit 55 moins 50 égale 5 $ par action. Calculons maintenant le retour sur investissement de la protection. Vous avez investi 200 $, le coût initial, et vous évitez une perte de 5 $ par action. Pour les 100 actions, vous économisez donc 5 $ fois 100 égale 500 $. Le ROI de la protection est donc de 500 $ d'économie divisé par 200 $ d'investissement initial fois 100 égale 250%. Pas mal comme protection, non? Votre protection brute est de 5 $ par action. Mais n'oubliez pas que pour vous protéger, vous avez payé une prime de 2 $. Votre profit net est donc de 300 $. Gardez bien ce schéma en tête, car c'est notre seconde pierre angulaire des options.
Voilà comment fonctionne l'achat d'un put option. Vous maîtrisez désormais la protection contre la baisse des prix. Nous nous sommes jusqu'à présent situés du côté d'un acheteur de call. Un acheteur de call qui veut profiter du potentiel de croissance d'eBay et d'un acheteur de put qui, plus frileux, veut protéger son investissement contre une baisse ou profiter d'une baisse de l'action. Positionnons-nous maintenant du côté du vendeur et explorons son fonctionnement. Souvenez-vous de la première vidéo sur les options. Vous avez appris que le vendeur était comme un grand organisateur du jeu des options. En quelque sorte, il émet des billets d'entrée, les primes. D'ailleurs, il est également connu sous le nom d'émetteur d'options. Il doit assurer la contrepartie de l'acheteur. Pour lui, ce n'est pas un droit, mais une obligation. Il peut être un investisseur individuel, une institution financière ou un market maker. Son intérêt est qu'il ne se passe rien sur le marché pour que l'acheteur n'exerce pas son option. Comme pour les achats d'options, on distingue deux ventes d'options qui sont nos deux pierres angulaires manquantes. Étudions-les de plus près. Vous êtes maintenant dans la peau d'un vendeur d'options et vous recherchez avant tout à générer un revenu régulier plutôt qu'un possible revenu aléatoire sur un potentiel prix futur. Quelle que soit l'évolution des cours de la bourse, vous encaissez de façon certaine votre prime. Ce qui vous inquiète, c'est plutôt de savoir si vous allez payer quelque chose en retour. N'oubliez pas que vous êtes la contrepartie de l'acheteur. La vente d'un call option, vente d'options d'achat ou vente de call, est également connue sous le nom de covered call, car on part du principe que vous détenez le sous-jacent pour assurer la contrepartie, et qu'ainsi vous vous couvrez tout en encaissant votre prime. Imaginez que vous déteniez déjà des actions d'une entreprise, par exemple l'action Gilead, et que vous souhaitiez générer un revenu supplémentaire en utilisant vos actions. Vous encaissez une prime, et si les cours n'évoluent pas dans votre sens, la vente d'un call option vous oblige à racheter dans le futur à votre acheteur cette action Gilead à un prix spécial qu'on appelle strike au prix d'exercice et qui est contractualisé par contrat option. Reprenons notre exemple. Supposons que vous déteniez 100 actions de Gilead, actuellement évaluées à 70 $. Vous décidez de vendre un call option avec un prix d'exercice de 75 $ et une prime de 2 $. La prime de 2 $ que vous recevez est immédiatement ajoutée à vos revenus. Si le prix de l'action Gilead reste inférieur à 75 $ à l'expiration, l'acheteur n'exercera pas son option et vous conserverez vos actions et la prime. Bien joué, non? Cependant, si le prix de l'action Gilead monte à 80 $, l'acheteur peut exercer son option et vous devrez vendre vos actions à 75 $, mais vous conserverez toujours la prime de 2 $. Vous remarquez que si le gain régulier de la prime est assuré pour le vendeur, il peut risquer gros si les cours de Gilead s'envolent à 150 $. On dit que son gain est limité et que sa perte est illimitée. Pour mieux comprendre les gains et risques associés de ce type d'option, rien de mieux qu'une autre démonstration mathématique. Vous détenez 100 actions de Gilead, évaluées à 70 $, vous décidez de vendre un call option avec un prix d'exercice de 75 $ et recevez une prime de 2 $. Vous recevez une prime initiale de 2 $ par action, donc votre prime est de 2 $ fois 100 égale 200 $. Pour que cette opération soit rentable, le prix de l'action Gilead doit rester inférieur à votre prix d'exercice plus la prime. Dans ce cas, 75 $ de prix d'exercice plus 2 € de prime initiale font 67 $. Donc, tant que l'action reste en dessous de 67 $, vous gagnez de l'argent. Votre gain potentiel maximal est le cas de figure où l'action Gilead reste en dessous de 75 $. L'acheteur n'exercera pas son option et vous conserverez vos actions et la prime de 2 $.
Cela représente un gain de 200 $. Maintenant, calculons les risques que vous prenez dans cette opération. Si le prix de l'action monte à 80 $, l'acheteur peut exercer son option et vendre vos actions à 75 $. Vous conservez toujours la prime de 2 $, mais assurerez la contrepartie de la hausse de 5 $ par action. Votre perte potentielle est donc de 5 $, 80 moins 75, par action, soit 500 $ au total, moins les 200 $ de prime, soit 300 $. Si le prix de Gilead monte à 90 $, votre perte sera de 1300 $, et s'il monte à 100 $, elle sera de 2300 $. Vous comprenez maintenant pourquoi on parle de perte potentiellement illimitée dans le cas d'un vendeur d'options. Schématiquement, vous gagnez tout ou partie de votre prime dans tous les cas de figure en dessous de 77 $. Et à partir du moment où l'acheteur dépasse son point mort, qui est l'addition du strike et de la prime, votre perte n'a pas de limite. Voilà comment fonctionne la vente d'un call option. Avec cet exemple, vous comprenez maintenant les gains potentiels et les risques associés à ces stratégies de génération de revenus. Gardez bien ce schéma en tête. Il est notre troisième pierre angulaire des stratégies sur option. Vous maîtrisez maintenant une partie du côté vendeur avec la vente de call. Terminez votre voyage au cœur des options et continuons notre quête vers la dernière pierre angulaire. Décodons la vente d'une option de vente, également connue sous le nom de vente de put ou de cash secured put. On l'appelle cash secured car on part du principe qu'un investisseur qui vend un put option détient en garantie suffisamment de liquidité pour acheter si nécessaire l'actif sous-jacent au prix d'exercice. N'oubliez pas que le vendeur d'options a l'obligation d'assurer la contrepartie de l'acheteur. Cette stratégie est utilisée pour générer un revenu en encaissant la prime, en tablant sur un actif sous-jacent qui reste relativement stable ou peu volatile. Elle peut également être utilisée comme une façon d'acheter l'actif sous-jacent à un prix réduit. Pour le comprendre, rentrez dans la peau d'un vendeur de put sur l'action Delta Airlines, composante du S&P 500. La vente d'un put option vous oblige à acheter l'action DAL au prix du strike, car c'est le niveau où l'acheteur exercera son option. En échange, vous recevez une prime. Au moment de la conclusion du contrat option, l'action DAL se négocie à 45 $, mais vous souhaiteriez l'acheter à un prix inférieur, disons 40 $. Vous décidez de vendre un put option à ce prix d'exercice de 40 $ et une prime de 2 $. La prime de 2 $ que vous recevez est immédiatement ajoutée à vos revenus. Si le prix de l'action DAL reste supérieur à 40 $ à l'expiration, l'acheteur n'exercera pas son option et vous conserverez la prime, un revenu supplémentaire de 2 $ par action facilement gagné. Cependant, prenons l'exemple d'un prix qui baisse à 35 $. Dans ce cas, l'acheteur peut exercer son option et vous serez obligé de l'acheter 40 $, soit 5 $ de plus que son prix actuel. Mais grâce à la prime de 2 $ que vous avez reçue, votre coût d'achat réel sera de 38 $. L'action coûtait 45 $, vous vouliez l'acheter moins cher, eh bien, c'est réussi. Et en cas d'erreur, vous ratez peut-être une affaire à 45 $, mais de toute façon, ce prix ne vous satisfaisait pas. Et vous avez malgré tout généré quand même un revenu de 2 $. Pour mieux comprendre comment acheter des actions à un prix réduit en utilisant ce type d'option, rien de mieux qu'une démonstration mathématique. Reprenons les mêmes étapes de calcul que précédemment. Vous recevez une prime de 2 $ par action. Pour 100 actions, votre prime initiale est de 2 $ fois 100, soit 200 $. Le prix de DAL doit rester supérieur à votre prix d'exercice, moins la prime initiale, pour que votre opération financière soit rentable. Vous connaissez bien le calcul du seuil de rentabilité désormais, le strike étant de 40 $ moins 2 $ de prime. Votre seuil de rentabilité est donc de 38 $. Donc, tant que l'action DAL reste au-dessus de 38 $,
l'option est rentable. Le prix de l'action DAL baisse ensuite à 35 $. L'acheteur exerce son option et vous devez acheter l'action à 40 $. Cependant, grâce à la prime de 2 $ que vous avez reçue, votre coût d'achat réel est de 38 $, soit un prix inférieur aux 40 $ comme vous le souhaitiez. Schématiquement, vous gagnez tout ou partie de votre prime dans tous les cas de figure en dessus de 38 $. Mais à partir du moment où l'acheteur dépasse son point mort, votre perte peut être lourde, tant que le prix de l'actif sous-jacent décroît vers une valeur nulle. Voilà comment fonctionne la vente d'un put option. Tout comme la vente de call, elle permet de se dégager un revenu certain, la prime, mais aussi d'acheter des actions à prix réduit. Gardez bien ce schéma en tête. Vous avez maintenant une compréhension solide des 4 pierres angulaires du monde des options. L'achat de call, l'achat de put, la vente de call et la vente de put. Ces 4 types d'options sont comme les 4 briques qui permettent de monter des stratégies étonnantes. Straddle, Strangle et beaucoup d'autres. Vous pouvez même associer des options avec des actifs physiques ou d'autres dérivés pour obtenir toutes sortes de produits structurés selon vos objectifs et besoins d'investissement. Mais ce sera l'objet d'autres vidéos. Auparavant, nous avons encore besoin de démystifier jusqu'au bout le fonctionnement des options. Ce sont des produits complexes qu'il faut bien comprendre. Avant de poursuivre, il y a un élément fondamental à comprendre. Lorsque nous négocions des options, nous discutons avec des vendeurs du prix auquel nous aurons le droit d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent à une date future. Ce prix, ce que l'on appelle le prix d'exercice ou strike. Ce qui nous amène à un ensemble de termes spécifiques utilisés pour qualifier où se situe ce prix d'exercice par rapport au prix actuel du sous-jacent. Et c'est là que nous entrons dans un nouveau lieu qui cache ses mystères. Le domaine des niveaux de Moneynes. Alors, on y va ? Une option connaît différentes phases de vie. Tout d'abord, elle a un point de départ. Elle naît à l'émission lorsque l'investisseur décide d'acheter une option. À ce stade, un contrat est conclu entre l'acheteur et le vendeur, et l'acheteur paye une prime au vendeur. On parle aussi d'ouverture de la position ou simplement d'achat de l'option. Elle vit ensuite durant la période pendant laquelle l'option est active. Cette période commence à la conclusion du contrat et se poursuit jusqu'à l'échéance. Les investisseurs peuvent exercer l'option à tout moment pendant cette période en fonction de leurs objectifs et des mouvements du marché. On parle de période de validité ou de durée de vie. Enfin, elle meurt à l'échéance. C'est la date à laquelle l'option cesse d'être valide. L'option prend fin, et si elle n'a pas été exercée, elle devient sans valeur. On parle aussi de date d'expiration. Au cours de cette vie, l'option n'aura pas toujours la même valeur. En effet, si le prix du sous-jacent est très loin du strike, il y a peu de chances de pouvoir l'exercer avant l'échéance et sa valeur décroît. Par contre, si le cours du sous-jacent est proche ou a dépassé le strike, alors l'option a de grandes chances de pouvoir être exercée et donc a une plus grande valeur. Ainsi, la valeur de l'option varie selon la variation du prix du sous-jacent par rapport au prix d'exercice. Et les financiers utilisent des termes précis pour qualifier cette relation, c'est ce qu'on appelle les niveaux de Moneynes. Nous allons maintenant démystifier ces termes obscurs in the money, out the money et at the money. Comprendre ces concepts est essentiel pour prendre de bonnes décisions lors de la négociation d'options. Le premier niveau, in the money, ou dans la monnaie en français,
désigne une option dont le strike est favorable. Dans le cas d'un achat call, cela signifie que le prix d'exercice est inférieur au prix actuel du sous-jacent, et pour un achat de put, c'est l'inverse. Prenons un exemple. Vous détenez une option d'achat call avec un strike de 50 $. Le cours actuel de l'action sous-jacente est de 60 $. Votre option d'achat est dans la monnaie, in the money. Pourquoi? Parce que si vous exercez votre option, vous pouvez acheter l'action à 50 $ alors qu'elle se négocie actuellement à 60 $. Vous réalisez ainsi un profit immédiat. Lorsqu'une option est dans la monnaie, on dit qu'elle a une valeur intrinsèque. Cela signifie que si vous décidez de l'exercer maintenant, elle vous sera profitable financièrement. Deuxième niveau, une option est qualifiée d'out of the money, ou hors de la monnaie en français, lorsque son strike n'est pas favorable. C'est l'inverse de la situation précédente. Pour une option d'achat call, il est supérieur au prix de l'actif sous-jacent, et pour une vente de put, il est inférieur. Il n'est donc pas intéressant de les exercer immédiatement. On dit que les options out of the money n'ont pas de valeur intrinsèque et ne valent que la prime du vendeur. Troisième niveau, une option est nommée at the money, ou à la monnaie en français, lorsque son prix d'exercice est très proche, voire identique, au prix actuel du sous-jacent. Dans ce cas, on dit qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque significative dans l'option. En effet, il faudra attendre l'évolution du prix du sous-jacent pour le savoir. Le plus important ici est donc le restant de durée de vie de l'option, et sa valeur principale est constituée de la valeur temps. Vous comprenez pourquoi les options at the money sont souvent utilisées pour monter des stratégies basées sur la volatilité. Quoi de mieux qu'un exemple pour que notre baguette magique finisse par démystifier ces termes obscurs? L'action IG se négocie à 60 $. Un vendeur d'options vous propose 3 options d'achat de call avec des prix d'exercice différents. Un strike est à 50 $, l'autre à 60 $ et le dernier à 70 $. D'après vous, lesquelles de ces options sont in the money, out the money et at the money? Réponse: l'option d'achat à 50 $ est in the money, car elle a une valeur intrinsèque, 60 $ moins 50 $ de 10 $. L'option d'achat à 60 $ est at the money, son prix d'exercice est égal au prix actuel de l'action, et l'option d'achat à 70 $ est out of the money, puisqu'elle n'a pas de valeur pour vous dans l'immédiat. Les options situées dans la monnaie tendent à offrir une prime plus élevée par rapport à celles qui se trouvent hors de la monnaie. Cela s'explique par le fait que l'acheteur se trouve dans une position privilégiée par rapport au vendeur. Il peut acheter ou vendre l'actif sous-jacent à un prix plus avantageux que le prix actuel du marché. Le vendeur prend donc plus de risques et en compensation, il demande une prime plus élevée. J'espère que ces termes sombres et mystiques s'éclairent pour vous désormais. En comprenant ces distinctions, vous pouvez choisir les options qui correspondent à vos objectifs pour monter vos stratégies d'investissement sur le marché. Dans cette deuxième partie de notre série sur les options, nous avons exploré les fondations essentielles. Nous avons découvert 4 pierres angulaires qui servent de base pour construire des stratégies d'investissement. Ce sont les 4 types d'options: l'achat de call et de put, et la vente de call et de put. Nous avons ensuite plongé dans les niveaux de monnaie pour mieux comprendre comment évaluer les options en fonction du rapport entre prix d'exercice et prix du sous-jacent. Maintenant que vous avez acquis une solide compréhension de ces concepts de base, nous sommes prêts à aller encore plus loin. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons les forces cachées qui influencent le destin des options,
les facteurs qui déterminent leur prix et les lettres grecques qui guideront nos décisions d'investissement. Restez avec nous pour cette exploration fascinante du monde des options, car la maîtrise de ces éléments est la clé pour devenir un investisseur averti. Prêt à franchir la dernière porte ? À très bientôt dans la prochaine vidéo. Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé entrer dans le monde passionnant de la finance. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Encouragez-nous à vous fournir un contenu de qualité. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Notre fourmi financière vous communiquera nos futures vidéos. Merci d'être avec nous et à très bientôt pour plus de connaissances et de plaisir.